bonsoir. Bonsoir. Bonsoir Philippe Jarouski. Bonsoir à tous. Et merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui. Merci à vous de nous rejoindre pour cette rencontre à la veille de ce grand concert qu'on attend en tout cas avec impatience demain au Palais des Beaux-Arts. Alors Philippe Jarouski, ce n'est pas la première fois que vous vous attaquez au répertoire des Castras. On se rappelle cet album dédié à Carestini, c'était en 2007. Alors qu'est-ce qui vous a poussé maintenant à vous attaquer, on va dire, aux concurrents directs de Carestini? C'est vrai que quand j'avais fait l'album Carestini, c'était un petit peu un projet anti-Farinelli. C'est-à-dire qu'on était, bien sûr, quelques années après le film Farinelli, que je pense certains d'entre vous ont vu. Et on parlait beaucoup de Farinelli, bien entendu, ce qui est normal, mais peut-être au détriment de l'histoire de beaucoup d'autres castras qui ont compté justement dans l'histoire de la musique. Et Carestini était un peu, je trouvais, un peu oublié par rapport à Farinelli. Et Carestini était une des plus merveilleuses voix qui existait au XVIIIe siècle. Et voilà, pour moi, je n'avais pas prévu de faire un projet Farinelli. Et puis, quelques années maintenant, il y a quelques années, j'ai commencé à faire un programme qui essayait de recréer la rivalité qu'il y avait pu avoir justement entre Carestini et Farinelli à Londres, et justement donc de mettre en parallèle cette rivalité entre ces deux castras et la rivalité de deux compositeurs, celle de Handel et Porpora. Et là, ça a été la découverte surtout aussi de la musique de Porpora. Et on peut dire que sur ce projet-là, j'utilise un petit peu, bien entendu, la renommée de Farinelli pour faire justement avant tout découvrir cette musique de Porpora, qui est l'exemple typique d'un compositeur qui, si vous vous intéressez un petit peu à la musique baroque, vous avez entendu parler, mais la musique reste encore peu jouée. Et donc voilà, je me sers un petit peu de Farinelli comme le promoteur de la musique de Porpora dans cet album. Mais alors justement, parlons-en un peu de cette relation entre Porpora et Farinelli. Vous notez, voilà, on va parler aussi de ce CD livre que vous avez sorti, de cette relation toute particulière, de l'importance que Porpora a justement sur le développement dès l'enfance de Farinelli. Oui, c'était déjà d'ailleurs évoqué dans le film, mais c'est aussi un moyen ce CD de parler de l'école des castras. Un castrat n'est rien sans cette école. Et d'ailleurs, c'est un peu pour casser ce mythe de cette terrible opération qu'on pratiquait sur des milliers d'enfants. Malheureusement, ne suffisait pas à conserver parfois ces voix-là. Et être un castrat, c'était le fruit d'études extrêmement poussées, extrêmement parfois même pénibles, je pense, très difficiles. C'était des heures et des heures d'exercice par jour dans des internats, notamment à Naples, dans des conservatoires. Et c'était quelque chose d'extrêmement poussé. Et l'art du castrat, en fait, c'est l'art d'enseigner le chant. Et Porpora était un des plus grands maîtres en Europe. Et pas le moins exigeant. Et pas le moins exigeant, non. On a cette fameuse anecdote de la feuille d'exercice qu'il a imposée à Caffarelli, donc un des plus grands castrats également du XVIIIe siècle, où il faisait faire pendant des heures les mêmes exercices de tri, voilà, comme des gammes au piano en fait. Et ça devait être, je pense, parfois extrêmement pénible pour les enfants, et on imagine que c'était, je dirais peut-être pas de l'esclavage, mais c'était vraiment pousser les enfants dès leur plus jeune âge à leur dernier retranchement, et pour produire justement ces voix qui étaient capables, on peut se l'imaginer, de choses tout simplement surhumaines. Alors on sent quand même dans la manière dont vous en parlez votre curiosité par rapport à ce sujet-là. Vous avez fait de véritables recherches musicologiques. Je sais pas ce que vous en pensez, mais je crois qu'il y a une fascination pour l'histoire des castrats encore actuellement. Et le paradoxe, c'est que finalement, il y a une espèce de nostalgie, puisqu'on a cette frustration de ne pas pouvoir, et bien entendu, entendre ces voix, et en même temps, on est aussi horrifié par cette histoire, parce que bien entendu, à notre époque, c'est inconcevable maintenant de sacrifier des milliers d'enfants sur l'autel de la musique, de priver tous ces enfants de cette liberté.
et de toucher à leur intégrité physique pour pouvoir avoir de jolies voix, ça paraît complètement effarant à notre époque. Et je pense que cette fascination pour cette histoire-là, elle vient de ça. C'est-à-dire qu'on est à la fois nostalgique et à la fois on ne voudrait pas que les castrats reviennent finalement, parce que c'est quelque chose c'est une monstruosité. Et en cela, c'est, je pense, une grande part de la fascination qu'on a, nous, chanteurs, mais aussi vous, public, je pense. Alors justement, vous, on le sait, hein, Philippe Jarouski, vous n'avez pas eu affaire à ceux que vous appeliez les diaboliques chaudronniers, voilà, vous êtes contre-ténor. C'était quoi votre objectif, vous, en tant que chanteur? Est-ce que c'était de coller au plus proche de ce qu'a été l'interprétation de Farinelli ou d'en proposer quelque chose, peut-être un nouvel éclairage? Non, et je crois que la pochette du disque résume un petit peu cette idée. L'idée est de montrer effectivement un personnage du passé et moi en train de dialoguer avec, habillé de façon totalement contemporaine. Avec une veste en cuir. Voilà. Bon, voilà, mais bon, c'est vrai que l'idée c'était justement de provoquer vraiment un vrai contraste et de montrer qu'effectivement moi je suis un interprète du présent, et vous êtes aussi, surtout ce qui est très important, quand vous venez au concert, un public contemporain aussi. Et vous n'avez pas forcément les mêmes attentes, probablement par rapport à un public du 18e. On sait aussi, par exemple, qu'écouter un opéra, ça ne se faisait déjà pas de la même façon. Il y avait peut-être un silence moins fort. Voilà, c'était peut-être plus comme ça à l'époque. C'est-à-dire que les gens allaient, venaient, sortaient, mangeaient parfois, jouaient aux cartes. Et maintenant, on a cette chance, d'ailleurs, c'est un vrai luxe, d'avoir cette attention extrêmement soutenue pendant les concerts. On a aussi, la vie a changé, plein de choses ont changé. Et finalement, l'interprétation que je propose, c'est finalement une somme de tout ça. C'est difficile d'expliquer d'ailleurs tout, mais c'est évidemment un travail sur comment ça pouvait être chanté à l'époque, mais c'est aussi essayer de provoquer avant tout, à travers le chant, une émotion. C'est-à-dire une émotion qui va au-delà des aspects esthétiques, stylistiques, et essayer vraiment de toucher justement à l'émotion de cette musique qui, 300 ans après, est toujours là, et il faut la faire revivre. Et voilà, c'est un mélange de tout ça. Alors quelqu'un qui a eu aussi une place, on va dire, un petit peu particulière, peut-être dans cette recherche d'interprétation, c'est Andrea Marcon, qui dirige donc l'Orchestre baroque de Venise sur cet enregistrement. Il vous aurait dit de ne pas suivre note pour note ce qui était écrit? Oui. En fait, on pourrait dire que pratiquement à chaque disque, je travaille avec un chef différent. J'avais très envie pour les prochaines années de travailler plus avec des chefs italiens aussi, parce que quand on travaille bien entendu cette musique, je trouve ça très inspirant de travailler avec des chefs italiens et d'être aux côtés aussi de chanteurs italiens dans les opéras. Il y a aussi une immédiateté par rapport à la réaction de l'orchestre. C'est-à-dire que quand vous chantez, évidemment, l'orchestre comprend tout de suite ce que vous dites. Donc il y a une espèce de communion comme ça qui se fait de façon assez magique. Et puis avec Andrea, justement, c'est quelqu'un qui a énormément d'expérience, une très grande culture de ce répertoire. Et il a énormément lu. C'est-à-dire que ce que j'aime beaucoup aussi dans les chefs qui ont son âge et qui ont peut-être eu à plus travailler que moi le style et à chercher réellement dans les sources, dans les livres, il s'est forgé sa propre opinion en ce qui concerne justement l'écriture d'une partition musicale et l'interprétation qu'on en fait. Je crois qu'on a tendance effectivement, j'en suis convaincu comme lui, à parfois prendre à la lettre ce qui est écrit qui était une notation de base, et qu'il insiste par exemple beaucoup sur la notion de rubato. Le rubato, c'est une notion musicale qui, pour ceux qui ne connaissent pas, est une notion justement finalement de prendre un peu plus de temps sur un endroit et d'en reprendre dans l'autre. C'est-à-dire d'avoir cette flexibilité par rapport au tempo et ce qui permet de mettre en valeur plus ou moins un mot par rapport à un autre, par exemple, ce qui est très utile. Effectivement, le rubato, on a plutôt l'impression que c'est une idée très romantique,
hein. On parle beaucoup de rubato, c'est Chopin par exemple, mais dans le baroque, c'était déjà, je pense, une notion fondamentale, c'est-à-dire qu'on peut anticiper un mot, on peut le retarder, et évidemment, ça change toute la saveur du mot. Oui, est-ce que ça donne aussi un certain sens? Exactement, ça donne du poids et différemment, finalement, comme le ferait un artiste de variété en chanson française, c'est-à-dire la saveur du mot prime avant tout, et du coup, on peut se permettre une plus grande souplesse dans la ligne vocale. Et c'est vrai qu'Andrea m'a beaucoup fait travailler sur ce projet-là, particulièrement dans les airs lents, à essayer de trouver cette façon que finalement, au bout d'un moment, la voix flotte au-dessus de l'orchestre, et de façon beaucoup plus libre que ce qui est écrit sur la partition. Alors justement, donc il y a 11 airs sur ce nouvel album. Comment les avez-vous choisis? Parce qu'on sait, il y en a plusieurs là-dessus qui sont des premiers enregistrements mondiaux Oui. Au disque. Quels ont été vos critères de sélection? Alors moi j'adore faire des disques. J'adore faire des programmes de disques parce qu'un disque, j'ai l'habitude de dire, c'est un peu comme faire un programme de disque, c'est un peu comme un cocktail. C'est-à-dire que c'est un savant mélange, il faut bien entendu du contraste. Donc c'est bien entendu des airs lents, des airs rapides. Dans cette musique de Porpora, dans ces airs baroques, ce qui est formidable, c'est qu'aussi on peut varier l'instrumentation. Donc ça veut dire qu'il peut y avoir par exemple des airs juste avec des instruments à cordes, ou ça peut être des solos de trompette comme il y a dans un air, ou ça peut être des cordes, des hautbois, des flûtes. Donc varier les climats. Et puis sur ce disque-là, j'ai aussi finalement la grande chance d'avoir une variété supplémentaire, c'est d'avoir 2 duos avec la grande Cecilia Bartoli, qui a accepté mon invitation. Et je trouve que ça apporte aussi un rythme différent au disque d'avoir tout à coup des duos. Il faut savoir que bien entendu les Castras ne chantaient pas tout seuls sur scène, et qu'il y avait des grandes histoires d'amitié entre de très grandes sopranos, justement comme la Cuzzoni et Farinelli, et qui chantaient souvent en duo sur scène. On a d'ailleurs souvent ces caricatures avec le Castra qui dépasse de 4 têtes la soprano, et c'était aussi, invité Cecilia, c'était parler aussi de cette histoire d'amitié entre les chanteurs, que ce soit dans le passé ou maintenant. Alors, une petite question aussi, on va dire d'ordre plus général, si on en revient à la figure de Farinelli, comment est-ce que vous le décririez? Donc si on se penche un peu sur le livret de votre album, où il y a 10 pages, mais passionnantes, qui nous permettent d'explorer justement quelle a été cette relation entre Porpora et Farinelli. Moi j'ai relevé de Farinelli qu'on disait que c'était un ange ou un diable, que c'était un démolisseur de théâtre, que c'était un dieu. Pour vous, c'est qui Farinelli? Alors Farinelli, il y a plusieurs témoignages. Il faut savoir que les critiques ont existé de tout temps, donc on a déjà des critiques de spectacles du 18e, à Londres notamment, il y a beaucoup de gens qui sont allés écouter Farinelli à Londres. Il y a pas mal quand même de témoignages qui se recoupent, c'est-à-dire que Farinelli, contrairement à ce qu'on pense, n'était pas forcément, de ce que je peux m'imaginer, une bête de scène. On attachait, contrairement à ce qu'on pense, beaucoup d'importance au jeu théâtral à l'époque. Farinelli n'était pas réputé pour être un grand acteur. Par contre, il avait cette capacité assez incroyable de pouvoir chanter dans un même opéra un air très grave, en contralto, extrêmement grave, et puis de chanter l'air d'après en soprano aigu. Et donc ça devait être particulièrement impressionnant. Donc c'est ça qui, à mon avis, lui a valu cette façon de dire qu'il pouvait être aussi à la fois un ange et un démon. Et puis, il était très différent des autres castrats parce qu'il venait d'un milieu aristocratique, de diplomates, et on sait que la plupart des castrats, évidemment, venaient de familles très pauvres et que c'était un moyen pour les familles de peut-être tenter d'échapper à la pauvreté. Et du coup, Farinelli a entretenu des correspondances avec notamment Metastasio, aussi des nobles. Enfin, il a eu un pouvoir politique très important aussi à Madrid, après avoir arrêté de chanter. Et c'était un caractère, je pense, je m'imagine, plutôt doux. Il était plutôt élancé, d'ailleurs, contrairement à beaucoup de castrats qui étaient plutôt joufflus. Et il était très apprécié, et je pense que c'était quelqu'un avec un caractère plutôt très doux, contrairement à beaucoup de castrats qui étaient quand même des gens extrêmement extravagants et parfois très capricieux, prétentieux. Et je pense que ce qui a valu aussi la légende Farinelli, c'est qu'il n'y a pas eu de décadence.
il n'y a pas eu d'altération de sa voix puisqu'il s'est arrêté en pleine gloire. Il s'est arrêté finalement relativement jeune de chanter sur scène pour aller à Madrid, chanter pour le roi qui était malade, dépressif, et il chantait justement les 4 mêmes airs. Donc du coup, il y a eu une frustration dans toute l'Europe. Beaucoup de gens ont voulu écouter Farinelli et n'ont pas pu. Et du coup, je pense que ça a contribué aussi à faire de lui le plus fameux des castrats, un peu comme la Malibran aussi, qui est morte très jeune aussi. Et donc, il y a cette légende s'est forgée aussi grâce à ça. Et alors, il y a un autre mystère qui plane autour de Farinelli, c'est cette relation qu'il avait avec Porpora, qui était tellement intense et qui s'est aussi un peu arrêtée du jour au lendemain, et on ne sait pas trop bien pourquoi. C'est vrai que le problème, c'est qu'on n'a aucune lettre. Farinelli évoque vaguement Porpora, comme quoi Porpora est en train de mourir très pauvre à la fin de sa vie, mais il ne parle pas beaucoup de Porpora, voire pas du tout dans ses lettres. Par contre, ce qui est intéressant, c'est que je pense que, bien entendu, on sait que Porpora a accueilli Farinelli, que le père de Farinelli est mort relativement jeune, quand Farinelli était relativement jeune. Donc on peut s'imaginer assez facilement que Porpora a été un second père pour Farinelli pendant son enfance. Et le lien, on le sent très vite quand Porpora doit faire face à Handel dans le théâtre concurrent à Londres. Bien entendu, il appelle Farinelli à l'aide, il appelle son joker. Il sait que, je pense que Porpora a conscience de la qualité de la musique de Handel, et s'il veut rivaliser au niveau du succès, il faut Farinelli, le chanteur le plus connu d'Europe. Et bien entendu, je pense que Farinelli n'a pas d'autre choix de venir. Il a une dette à régler. Et peut-être que justement, les relations se brisent à Londres, parce que peut-être, je pense qu'à un moment, justement, Farinelli, comme finalement un adolescent avec son père, à un moment, coupe le cordon et dit, voilà, j'ai payé ma dette envers toi, j'ai passé plusieurs années à Londres, et je m'émancipe en fait, et je prends mon envol tout seul. Donc je pense qu'effectivement, il y a ce rapport affectif, même si on n'a pas de témoignage, on le ressent par l'histoire même qui les lie au cours de ces années de théâtre. Alors on va revenir à vous, Philippe Jaroussky, dans justement cette préparation. C'est que les airs de bravoure, de pyrotechnie vocale, ça ne vous fait pas peur, mais est-ce qu'il y a une préparation particulière à ce genre de répertoire et au répertoire de Porpora pour Farinelli? Bien sûr, ça fait peur en fait, mais j'aime bien me faire peur. Mais l'idée, c'est que oui, c'est un répertoire très difficile parce que, notamment celui de Farinelli, on le sent, c'est que Farinelli avait une capacité pulmonaire, même par rapport à certains autres castrats, supérieurs. C'est-à-dire qu'il avait un souffle infini, et on voit dans les morceaux qui sont écrits pour lui que même il y a beaucoup d'endroits où il ne respirait pas pendant vraiment très très longtemps, ce qui lui donnait en même temps une certaine facilité, parce que chaque respiration dans le chant peut être un moment de déséquilibre du chant. Ça, c'est très important à comprendre, et que, bien entendu, moi, je dois respirer plus. Je dois prendre des micro-respirations à des endroits où ça n'a pas été pensé même par le compositeur. Et c'est ça aussi qui peut rendre l'exercice fatigant et difficile, c'est qu'effectivement, je n'ai pas la capacité pulmonaire de Farinelli. Alors, ça n'enlève peut-être rien, pas énormément à la musique, si vous voulez, parce que la musique est toujours de la même qualité, mais ça enlève beaucoup de magie, quelque part. Il faut s'imaginer qu'on disait que beaucoup de gens s'évanouissaient en écoutant Farinelli, mais justement, il devait y avoir une impression de suffocation, tellement ils ne respiraient pas. Les gens devaient être complètement fascinés par cette dimension-là. Je pense que c'était un peu comme si la voix ne sortait pas de son propre corps, en fait. Il devait y avoir quelque chose de totalement irréel et surnaturel à ces voix-là. Donc, c'est vrai qu'il y a une dimension physique de training, il y a quelque chose de très sportif dans ces airs. Et finalement, chanter ces airs en concert comme demain ou comme hier à Amsterdam, c'est une prise de risque. C'est-à-dire qu'on est sur un fil et qu'on peut tomber. Et je pense que c'est ça aussi ce qu'aime le public. C'est-à-dire que je pense que le public ressent aussi cette prise de risque et cette façon de donner le maximum de ce qu'on peut donner. C'est une façon aussi, la virtuosité, de donner tout ce qu'on peut donner. Donc voilà, c'est un exercice qui, chaque concert, rien n'est gagné dès la première minute. Il faut
voilà, il faut se battre. C'est aussi une bataille avec cette virtuosité qui est un élément très fort, bien entendu, du répertoire pour orchestre. Alors j'ai envie de vous souhaiter que tout le monde s'évanouisse à la fin du concert demain, mais je ne vais pas le faire. On vous souhaite en tout cas beaucoup de succès pour ce concert. Vous serez aux côtés de l'Orchestre Baroque de Venise, aux côtés d'Andrea Marcon également. Merci beaucoup Philippe Jarouski d'avoir répondu à ces quelques questions. Merci. Merci.